Au début du XIXe siècle, on admettait qu'il s'agissait de restes d'animaux ou de plantes transformés en pierre. Certains naturalistes avaient même commencé à les étudier de façon très rigoureuse. C'était le cas de Cuvier, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il affirmait que certains fossiles provenaient d'animaux qui n'existaient plus sur la Terre. Mais comment ces espèces avaient-elles disparu? Jusque-là, la Bible avait pu fournir une réponse. Les fossiles étaient les restes des animaux noyés lors du déluge. Mais cette explication commode devenait insuffisante, car il était de plus en plus évident que les fossiles n'avaient pas tous vécu à la même époque. Cuvier fut l'inventeur de la paléontologie, c'est-à-dire de la science des fossiles, notamment des vertébrés fossiles. Mais au départ, lorsqu'il est entré au muséum, en 1795, il s'occupait d'anatomie, et essentiellement d'anatomie de vertébrés modernes, des vaches, des chevaux et tous ces animaux que l'on connaît, essentiellement les grands quadrupèdes. Mais il a également défini, à l'aide de sa méthode anatomique, les différentes attributions de fossiles qui jusque-là étaient encore problématiques. Et on va voir l'un des fossiles clés de ce problème, c'est le mosasaure trouvé dans le Crétacé de Maastricht en Hollande. Voilà le fossile en question qui a été trouvé en 1780, donc au XVIIIe siècle, et qui avait été interprété de manière diverse. Soit on en faisait un cachalot, soit on en faisait un crocodile, et Cuvier, en analysant précisément l'anatomie de cet animal, a montré qu'en fait, ça n'était ni l'un ni l'autre, mais que ça appartenait à un varan qui vivait dans la mer, donc c'est un peu l'histoire du serpent de mer, ou plutôt du lézard marin. Cuvier était le plus grand des anatomistes de son époque et il pouvait prétendre connaître tout du squelette des grands mammifères. Et c'est en comparant ces squelettes les uns avec les autres qu'il a découvert que des espèces comme ce grand paresseux d'Amérique du Sud étaient des espèces qui avaient complètement disparu de la surface de la Terre. Une explication, pour lui, c'est une catastrophe, la dernière des catastrophes qui a lieu dans l'histoire de la Terre et qui voit la disparition des mammouths et des mégathériums dont nous avons une image ici. Pour Cuvier, les espèces sont fixes, elles ne se transforment pas, mais elles meurent. Et il explique la disparition de ces espèces par une série de catastrophes qui expliqueront les faunes fossiles que l'on trouvera au cours de l'histoire de la Terre dans les différentes couches de terrain. Pour appuyer son hypothèse de la fixité des espèces, Cuvier cherchera les plus anciens documents qui lui permettront de tester en quelque sorte cette hypothèse. Et il fera appel aux ibis momifiés trouvés dans les sépultures égyptiennes. Il montrera qu'il n'y a strictement aucune différence entre ces ibis de 3000 ans et les ibis actuels. Ce sera sa preuve. Les idées de Cuvier ont eu un grand succès auprès du public. Le thème des catastrophes convenait bien au mouvement romantique. De plus, le déluge biblique était confirmé par un savant. Cela permettait de concilier la science et la religion. Mais au muséum, tout le monde n'était pas d'accord avec ces théories. D'autres naturalistes renommés s'opposaient à lui. Lamarck, dans sa jeunesse, s'était intéressé aux plantes. Par la suite, il avait été nommé à la chaire de zoologie des animaux sans vertèbres. Contrairement à Cuvier, Lamarck était convaincu de la très grande ancienneté de la Terre. Il s'éloignait ainsi des interprétations de la Bible qui situaient la création du monde à 6000 ans. Il ne cherchait d'ailleurs ni à confirmer ni à s'opposer aux idées religieuses. Pour lui, Dieu avait fort bien pu créer la nature, elle-même capable de produire toutes les espèces. Lamarck a été nommé professeur ici au Muséum en 1793. Il a eu la charge d'enseigner les invertébrés, c'est-à-dire les vers, les mollusques, les insectes, toute une partie, par conséquent, importante de la zoologie. Il s'intéressait également aux fossiles, et c'est tout l'ensemble des invertébrés qu'il a étudié, et les fossiles qu'il connaissait étaient déjà très nombreux, puisqu'il en a étudié plus d'1 millier de fossiles.
Lamarck étudiait les fossiles, mais il les rapprochait avec les espèces actuelles. Voici une sérite, vous voyez la forme, la sérite, c'est une sérite actuelle, elle est toute petite. Voici une autre sérite, mais qui est une sérite plus ancienne, elle est fossile, et Lamarck ainsi a pu étudier des centaines d'espèces fossiles et actuelles, et il en faisait le rapprochement. À la différence de Cuvier, Lamarck s'intéressait plutôt aux ressemblances entre espèces. Il montrait que des animaux très semblables s'étaient succédés au cours du temps et qu'il n'y avait donc pas eu de rupture entre les faunes. On passait graduellement d'espèces fossiles inconnues aux espèces actuelles. Pour lui, les espèces ne meurent pas, elles se transforment. Pour expliquer les transformations des espèces au cours des temps, Lamarck envisageait que c'était le milieu, ce qu'il appelait le milieu extérieur, c'est-à-dire le climat, le besoin de nourriture, qui faisait que l'animal qui était soumis à ce changement de climat changeait aussi d'habitude, changeait de besoin et se transformait par conséquent pour être mieux à même de répondre à ses propres besoins. C'est-à-dire, le milieu n'exerçait pas une influence directe, mais une influence indirecte sur les transformations de l'animal. Pour expliquer la transformation des espèces, Lamarck prenait ces exemples chez les oiseaux, par exemple chez les échassiers qui pêchaient dans l'eau. Et pour pouvoir aller plus loin dans l'eau, eh bien, ils avaient besoin de rester au-dessus de l'eau et il allongeait ses jambes au fur et à mesure des générations d'oiseaux. C'est ainsi une transformation due à l'influence du milieu. Cuvier faisait l'objection à Lamarck que les ibis, qui datent du temps des pharaons, sont absolument semblables aux ibis actuels. Et Cuvier disait, par conséquent, il n'y a pas eu de changement. Et Lamarck répondait, oui, mais 3000 ans, c'est peu de choses, d'une part, et d'autre part, disait-il, le climat, c'est-à-dire le milieu extérieur, n'a pas changé depuis le temps des pharaons. Par conséquent, disait-il, il n'y a pas de raison que cette espèce ait changé. Dans sa doctrine de la transformation des espèces, ou de l'évolution, Lamarck se heurtait à Cuvier. Cuvier était fixiste et catastrophiste, mais son exemple de la transformation des invertébrés servait à Lamarck à deux choses. D'abord, à introduire le transformisme et d'autre part également à ruiner le catastrophisme, puisque, disait-il, si c'est la même espèce ancienne et actuelle changée par le temps et les circonstances, si c'est la même espèce, c'est qu'elle a survécu. C'est par conséquent, il n'y a pas eu de catastrophe qui ait tout détruit. Lamarck meurt en 1829, Cuvier en 1832. Les naturalistes abandonnent peu à peu le catastrophisme de Cuvier, mais continuent à débattre de la transformation des espèces. Il faudra attendre près de 30 ans pour que le mécanisme de ces transformations soit éclairci par Darwin. Ce naturaliste anglais introduira l'idée de sélection naturelle en proposant une explication générale de l'évolution des espèces. Je crois que le point de départ pour bien comprendre Darwin, c'est toujours revenir au fait que c'est un naturaliste. C'est quelqu'un qui observe les plantes, les animaux sur le terrain. C'est quelqu'un qui sait les classer, les identifier. Et c'est par rapport à ça qu'on peut comprendre son œuvre et là où il faut revenir. Il se pose les questions que se posent les naturalistes de son époque, mais il va leur apporter des réponses qui vont changer les choses. Lorsqu'il publie L'origine des espèces en 1859, Darwin n'est pas le premier à dire que les espèces se transforment. Mais il propose un mécanisme, et ce mécanisme va convaincre ses contemporains, du moins une partie d'entre eux. Ce mécanisme repose sur deux principes. D'une part, à chaque génération, les animaux, les plantes présentent une très grande variation. Il y en a qui sont plus petits, plus grands. Ce n'est des mêmes parents, des mêmes graines. Et puis, un très grand nombre ne peut pas survivre parce que le nombre même, la multiplication à chaque génération rentre en contradiction avec des ressources qui, elles, sont constantes. Et c'est ce qu'on appelle la lutte pour la vie, qui n'est pas forcément la lutte, l'antagonisme entre deux individus ou deux espèces, mais qui est le fait que tous les individus, plantes ou animaux, ne peuvent pas survivre. Du coup, le moindre avantage, la moindre variation qui donne un plus, se trouve conservé. Alors,
imaginons qu'on ait posé à Darwin la question « Pourquoi les canards ou les oies ont des pattes palmées ?» C'est une question peut-être trop simple pour qu'il l'ait vraiment traitée, mais il n'aurait pas été embarrassé pour répondre. Il aurait dit « Au départ, leurs ancêtres n'avaient pas des palmes. Et puis, ceux qui ont eu une petite membrane à l'endroit entre les doigts, ça leur a donné un petit avantage pour se déplacer dans l'eau. Et petit à petit, ce caractère s'est imposé.